Parents et amis, avec Gilles Parent. Bienvenue dans Parents et amis sur gillesparent.com. Vous avez d'ailleurs la chance de nous écrire, de nous envoyer un message audio. On est rendu aussi moderne que ça, c'est absolument incroyable. Et bien sûr, la plupart des gens qui nous entendent le font sur Spotify. Spotify étant extrêmement important aujourd'hui, je pense pas que je vous apprends grand-chose. On va faire une tradition, à moitié tradition, c'est-à-dire que le gars, oui, c'est traditionnel, mais notre sujet est peut-être un peu plus marketing cette année avec le prof Dupont. Bonjour Luc, comment ça va? Bonjour Gilles, comment ça va toi? Très bien. Bien content de te voir. Moi aussi. Et comme c'est notre spécial de Noël, ouais, je veux une petite toune. Tu es content, là? Oui, j'aime ça! Le temps des fêtes. On s'en va glisser dehors. Non, on s'en va patiner. On fait un fort dehors. On va s'amuser. Ça va, toi? Ça va très bien, toi. Je vois que t'es de bonne humeur. Si ça te rend de bonne humeur, c'est parfait. Ben, c'est notre entrevue annuelle où Oui. Écoute, je m'amuse, quoi. Ben, on est enfants. On est capable, tous les deux. On l'a prouvé en chantant, en faisant toutes sortes de niaiseries au fil du temps. Donc, les gens savent un peu de quoi ils en retournent. Mais il reste que, même si c'est pas le thème, parce qu'on veut faire, en fait, le bilan du marketing qui a marqué l'année, beaucoup de choses. Donc, on a du temps, il n'y a pas de problème. Mais il faut dire un petit mot quand même des jeux, des jouets. Parce que, donc, ça a marqué notre vie, ça a marqué notre enfance. Il y a des souvenirs associés à ça. Inévitable. Il y a des marques associées à ça. Il y a des jeux qui font le lien d'une génération à l'autre. C'est vraiment majeur. Puis, faut jamais oublier une chose. Selon les dernières statistiques, c'est 410 milliards de dollars américains l'an passé, l'industrie du jouet dans le monde. C'est pas rien. Ouais, c'est une business gigantesque et ce qui est amusant, c'est que la plupart des thèmes de cette année, là, ce qu'on va voir dans les prochains instants sur le plan du marketing, de la pub, de la communication, tu peux faire le lien toujours avec jouets. Mettons, prenons le premier là, qu'on a sur notre liste. On s'est fait une belle liste cette année. On est des vrais professionnels. Oui. L'intelligence artificielle. Ah ben là. Moi, le jeu, je t'avoue, là, si j'étais gamin, et puis j'hésite, hein, je t'avoue. Je pense que tu l'es encore un peu, oui. Mais j'hésite. C'est le jeu d'échecs Harry Potter Intelligence artificielle. Hein? C'est le jeu cette année, là. Si tu le cherches, là, il est pas donné, il est pas facile à trouver. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est qu'au fond, tu peux jouer de manière classique, là, avec quelqu'un devant toi, avec les pièces d'Harry Potter. Pour ceux qui connaissent, évidemment, les films et les livres, immanquablement, là, il y a quelque chose de complètement magique là-dedans. Mais au-delà de ça, c'est que tu peux jouer contre l'intelligence artificielle. Oh. Et les pièces se déplacent. Ça me rappelle les échecs quand les grands du monde jouaient contre la machine Kasparov. Je me souviens pas des noms, là. Oui, effectivement. Tu te rappelles de ça? Oui, puis c'est le moment, c'est drôle que tu racontes ça, c'est le moment où, souviens-toi, la machine avait battu le joueur d'échecs. Oui. Et c'est à ce moment-là, pour la première fois, qu'on a commencé un petit peu à évoquer quelque chose qui pourrait ressembler aujourd'hui à l'intelligence artificielle en se disant, ben, soudainement, si la machine bat le meilleur joueur d'échecs, et puis lui a toujours raconté après que, visiblement, il était un peu, comment je dirais ça, frustré, on va dire ça comme ça. Oui. Parce qu'il avait perdu, puis ça a tellement eu d'écho par la suite. C'était de mémoire, c'était IBM, mais là, je le jurerai pas devant le juge, mais de mémoire, c'était ça. Et on connaît la suite mais on est carrément là-dedans. Alors, moi, c'est le jeu, si tu m'en donnes un cette année. Et l'autre que je trouve ce qui est drôle, c'est qu'amusant. Luc, à l'époque, là, là, on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, tout le monde connaît l'IA, le patent. Mais à l'époque, c'était toujours aussitôt que ça sortait un peu, que ça dépassait, puis que c'était, je dirais, de façon scientifique, puis électronique un peu fou, on appelait ça des robots. Le mot, c'est un robot. Ça va être un robot, peut-être un robot un jour pour ci, un robot pour ça. Mais finalement, la flexibilité de l'intelligence artificielle, c'est dans tout. C'est ça que moi, je m'attendais pas à ça. Et il y a 30 ans, on n'aurait pas dit ça. Ça va être dans vos applications sur vos courriels, dans tout. Dans tout ce que vous utilisez, il pourra y avoir ça. C'est comme une intégration beaucoup plus large qu'on l'aurait imaginé, je pense. Oui, c'est complètement capoté. Et c'est drôle parce que c'est les deux thèmes de l'année. Hein. En début d'année, souviens-toi, on s'était parlé. Le CES à Vegas,
c'était intelligence artificielle et robotique. Oui. Et on est absolument effectivement là-dedans. Je suis convaincu que les jeux du futur, puis déjà aujourd'hui on a des indices de ça, ça va ressembler étrangement à ces deux trucs-là. Alors les enfants d'aujourd'hui, en fait, ou de demain, ils sont chanceux parce que c'est sûr que la robotique, ça va permettre de faire mille et une choses assez flyées. Mais prof Dupont, est-ce que la pub, parce qu'on parle de pub et marketing, est-ce qu'elle est en train de faire des essais et de s'ajuster? Parce qu'il y a eu des campagnes qui sortaient, on dit, là, ça paraît trop, ça fait pas naturel, ça fait pas humain. Mais l'intelligence artificielle, par définition, pour les gens qui l'utilisent un peu, quand tu la nourris, quand tu la corriges, quand tu établis des conversations avec elle, elle s'améliore au point où elle peut devenir vraiment impressionnante. Est-ce que, en pub et en marketing, elle est en train de faire ça à la vitesse grand V? Ben, je crois que durant la finale de la NBA, on a vu ça avec Calchi, qui a acheté une pub, puis qui nous a dit après, et qui nous avait dit avant, soit dit en passant, la pub que vous allez voir dans les prochains instants, elle est entièrement construite avec l'intelligence artificielle. Moi, je t'avoue que ça tient tout à fait la route, là. Et que si tu me l'avais pas dit, je l'aurais acheté pareil, là. Okay. C'est-à-dire que c'était très, très convaincant. Depuis ce temps-là, t'as Nike, t'as BMW, t'as le Festival d'été qui a fait beaucoup parler l'été dernier à Québec en utilisant l'intelligence artificielle pour les affiches. Moi, je crois que dans 3 puis 4 ans, on va même plus soulever ce type de problème-là. Évidemment que sur le plan des emplois, ça va avoir toutes sortes d'implications. Et quand Microsoft fait la liste des 40 jobs les plus à risque, j'ai jeté un petit coup d'œil là-dessus. Je suis obligé de te dire que publicité est là-dedans, traducteur est là-dedans, relations publiques est là-dedans, communication est là-dedans, marketing est là-dedans. Je suis en train de tout te raconter des affaires là, qui peuvent être assez bien faites. Moi, je me suis amusé avec ChatGPT, lui demander, je lui ai décrit une nouvelle marque de vin que je venais de lancer. Okay. Je lui ai dit, dessine-moi une étiquette. Très fort, Gilles. Impressionnant. Très, très fort, là. Très, très fort, là. Alors, sur ce plan-là, ces outils-là sont capables de faire toutes sortes de choses assez dans assez les discussions intéressantes que j'ai eues cette année avec des amis, il y en a qui sont très bien placés dans des grandes compagnies qui sont, de toute évidence, comme à peu près tout le monde touché, tout ce qui est dans le service. Exemple, moi, mon ami, un de mes amis, travaille dans une grande compagnie d'assurance, puis il disait que eux autres, dans les prévisions qu'eux autres lisaient, probablement que c'est le genre de choses auxquelles tu as été toi-même confronté ou encore tu as vu ça aussi, on dit que assez rapidement dans les universités, ils devront s'ajuster. Au lieu de faire, par exemple, moi j'ai fait un bac général, journalisme, sociologie et sciences politiques, tu vas avoir des bacs en intelligence artificielle. Autrement dit, il n'y a pas de spécialisation. Tu vas tu peux aller travailler pour une compagnie high grade qui fait des saucisses, tu peux aller travailler pour une compagnie Ford qui fait des autos. Tu arrives là, tu es capable de montrer l'intégration, comment se servir l'intelligence. Tu comprends? Un bac en intelligence artificielle. J'avais pas pensé à ça, mais plus il m'en parlait, plus je me disais, mon Dieu, ça a du sens. Oui, et c'était une très bonne idée. Et je te cacherai pas, évidemment, que dans toutes les réunions qu'on a eues depuis au moins 1 an, invariablement, immanquablement, on parle de ça parce que dans le domaine universitaire aussi, ça a des implications. Et tu le lis, c'est pour ça que je t'en parle, tu es à l'Université d'Ottawa. Oui, et la réalité, c'est qu'au moment où on se parle, on sait pas trop comment réagir. Il y a des gens qui te raconteraient qu'il y aurait de grands discours là, pour t'expliquer qu'on sait très très bien dans quelle direction on s'en va. La réalité, c'est que qu'est-ce qu'on fait avec les travaux de fin de session? Bon, j'ai vu, par exemple, certains cas d'espèces où on dit, par exemple, à un étudiant, explique-moi ton travail de session. Il est pas capable de l'expliquer. Évidemment, pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle l'a probablement réalisé. Dans le cas et dans d'autres cas aussi, récemment, je lisais une chronique justement de Joseph Facal qui racontait que il est en contact avec des éditeurs de livres qui disent, on n'a jamais reçu autant de manuscrits. Puis 2, visiblement, on reconnaît des choses qui sont faites à l'intelligence artificielle. Alors, sur le plan du bouquin aussi, de la rédaction de livres, d'articles nécessairement, dans le journalisme. Alors, vois-tu comment, moi, au complet autour de moi, là, quelqu'un qui me ferait à croire que l'intelligence artificielle n'aura pas d'impact dans sa vie, en tout cas dans ma vie, puis dans toutes les vies de gens que je connais autour de moi. Le droit, même chose. Ah ben oui. Alors, puis techniquement, ces banques de data-là, elles existent déjà là pour jeter un petit coup d'œil sur la jurisprudence, pour prendre un exemple parmi tant d'autres. Et ils vont un petit peu plus loin que ça. Hollywood, alors ces temps-ci, au moment où on enregistre, on parle beaucoup évidemment de Paramount, on parle de Warner, on parle de Netflix, mais une partie. Il y a une grosse transaction dans l'air qui est à moitié faite, mais en tout cas, il y a de l'intérêt pour Warner, pas à peu près. Oui.
Certainement. Puis dans un cas, ben c'est quelqu'un qui est extraordinairement riche, la famille Ellison. C'est un des gars les plus riches de la planète Terre. C'est Oracle, ça? C'est Oracle, exact. Alors, il y a quelques semaines, par exemple, il y a un matin, il s'est levé, puis quand il s'est couché le même soir, il avait fait 100 milliards. Alors, celle-là, c'est 100 milliards, donc, de dollars. Vrai? Alors, lui, oui, absolument. Alors, lui, c'est évidemment, depuis le titre a reculé, mais il y a eu une bonne journée, là, qui était pas si mal. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas mentionné jusqu'à tout récemment, c'est que dans 2 puis 3 ans, là, compte tenu de l'évolution, là, parce que moi, le chat GPT d'il y a 3 ans, ça fait exactement d'ailleurs 3 ans et quelques semaines au moment où on enregistre, qu'on l'avait lancé, puis le chat GPT d'aujourd'hui, version 5 de mémoire, on va s'entendre pour dire que le même communiqué de presse que je lui demandais d'écrire il y a 3 ans, je lui aurais donné, mettons, 70%, si c'était un étudiant. Aujourd'hui, je donnerais 92%. Ben, c'est un premier de classe. On s'entend là-dessus. C'est pas le premier, mais c'est un premier de classe. Ça, c'est sûr. Alors, fais le même genre de rêve avec le film, Gilles. Si je prends possession du droit sur l'image, par exemple, d'Harry Potter, parce que c'est ça qui est en négociation actuellement. La réalité, là, c'est ça. Le gros morceau, c'est ça? C'est Harry Potter, c'est Dune de Villeneuve, d'ailleurs. De Villeneuve. C'est effectivement, c'est toutes sortes de séries. C'est Sopranos. Alors, ce que je suis capable de faire probablement dans 3 ans avec l'intelligence artificielle, c'est de te pondre à la queue leu des Harry Potter. C'est ça que je suis capable de faire. En série télé, en film, absolument. En téléfilm, n'importe quoi. Il faut que je le fasse le plus vite possible parce que je vais faire le lien avec MGM qui a été acheté par Amazon, qui a été acheté essentiellement pour la série James Bond. T'as suivi toute cette histoire-là. Lors des, moi, évidemment, James Bond a été un truc qui m'a toujours absolument fasciné, mais tu sais qu'on tombe dans le droit public dans une dizaine d'années. Alors, ce que ça signifie du côté d'Amazon, c'est qu'ils vont devoir exploiter cette franchise-là le plus vite possible. Et je suis convaincu que l'intelligence artificielle va être utilisée comme ça à toutes les sources. Donc, c'est notre thème de l'année. Évidemment, j'aurais aimé ça partir avec quelque chose de très, très original, mais la réalité, c'est que c'est ça. Puis, moi, ces temps-ci, des conférences que je donne sur l'intelligence artificielle, parce que évidemment, les gens me disent, ça va avoir quoi comme impact du côté de la pub, du côté du marketing, du côté de la communication. J'en fais à tous les mois, là. C'est sûr que c'est un sujet, évidemment, très important. On t'en parle tout le temps. Peu importe le sujet, peu importe la compagnie, peu importe le thème dans lequel tu fais une conférence, j'imagine ça vient dans les questions, c'est sûr que ça vient, là. Est-ce que ça va? Puis la question souvent qu'on se pose, tu parlais de création tantôt de films et autres. Des fois, nos habitudes nous font, par exemple, tu parles d'Harry Potter, moi je vais dire, mettons, on jase avec ma blonde, je vais dire, là, Harry Potter, ils en ont fait 4-5, c'est assez. Mais tu sais, avec Star Wars, a prouvé que le problème que moi j'ai, c'est que je suis pas capable de me mettre à la place des jeunes générations qui n'ont pas connu l'original. C'est-à-dire, eux autres qui arrivent avec les nouvelles séries, ils sont très contents de ça. Puis là, je me dis, OK, c'est moi. J'ai comme l'impression que tu dis, ça fait 8 épisodes, ça fait 15 épisodes, c'est assez. Mais le 15e, peut-être, il arrive pour un jeune de 11 ans. Moi, je suis rendu à 60. Lui, il a pas connu les autres avant. Fait que c'est là que je vois que les compagnies, eux autres, ils ont vu le Klondike. Oui, et c'est un magnifique exemple que tu donnes parce que, reprenons James Bond. Il est mort dans le dernier film. OK? Tu te souviens? Il meurt à la fin. Puis il y a pas de doute possible. Il est mort. OK. Donc, toi, tu viens d'acheter c'était une erreur terrible de finir le film comme ça. Maintenant, on le sait, là. Mais, alors, t'es Amazon, là. Tu sais que la grosse discussion actuellement, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, faut que tu me le ramènes vivant. Mais là, moi, je vais te regarder puis je vais dire, attends un petit peu, il me semble qu'il est mort la dernière fois. Je veux bien croire, là, qu'on peut étirer la sauce puis, mais à un moment donné, il faut que ça tienne la route. Alors, un des raisonnements actuellement d'Amazon à l'interne, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est pour la jeune génération, les clients d'Amazon, là, c'est pas nous autres, là, c'est eux autres, là. Évidemment que nous, on achète beaucoup sur Amazon aussi. Oui. Le gars nous connaît, là. Il nous dit bonjour par notre prénom quand il vient porter colis. Mais je reviens à ça, c'est est-ce qu'on pourrait faire un James Bond quand il y a, mettons, 17 ou 18 ans? Pour toi puis moi, la réponse, c'est non, n'est-ce pas? Moi, je peux pas acheter ça. Mais évidemment, le raisonnement à l'interne d'Amazon, c'est les plus jeunes, eux autres, on part à zéro. Ils vont embarquer là-dedans. Absolument, ils vont embarquer, puis je vais te faire une série de 12 épisodes. Puis tu peux te rendre à 50 là, quand tu pars à 15. Absolument. Absolument. Alors que nous, historiquement, on en avait un ou 3-4 ans, puis on était contents. Là. Alors, oui, c'est très différent. Puis l'autre hypothèse, c'est est-ce qu'on le remet dans l'époque d'origine, dans les années 50?
Puis là, le problème, c'est qu'il y a des gens qui disent, mais là, non, parce que les plus jeunes n'aimeront pas ça. Alors, vois-tu que... à petite échelle, là, faut que je te dise, en fin de semaine, c'est rare que j'écoute ça, mais c'est pas ça a donné... Bon, moi, j'ai aimé les Boys au Québec, mais Lancez compte, ça a marqué 1987, puis Marina Orsini, puis le patin bon. Mais j'écoutais, puis c'était exactement ce que je voyais. Ils ont fait une émission de 2 heures pour saluer les X années de Lancez compte. Et là, je voyais qu'il y avait la première vague de Marc Messier, 87, ça que les gens de 50, 60 ans ont bien connu, puis ont bien aimé, puis la patente. Mais il y avait aussi 2002, après ça 2012. Là, je me disais, moi, j'ai pas vu ça. J'ai vu le début, mais j'ai pas vu les autres séries. Mais là, c'était plein de jeunes qui arrivaient, puis c'est exactement ce qui est arrivé. Ils ont renouvelé là. Fait que c'est exactement ce que l'intelligence artificielle va pouvoir faire. Plus rapidement, moins cher. Ça, c'est une chose dont je voulais te parler aussi dans notre point numéro 1. On va peut-être avoir le temps d'en faire 3 sur 10, Luc. Mais je me disais, une des choses qui est dite souvent quand tu fais des pubs ou quand tu fais des films, tourner en film, on disait ça, c'est pas tourner en vidéo, c'est tourner en film, ben, c'est plus compliqué, puis bon, l'éclairage, puis tout, ça coûte les yeux de la tête. Est-ce que l'intelligence artificielle, déjà pour les producteurs et de télé et de films et d'émissions, sauve beaucoup de frais de production? Oui, déjà pour l'image synthèse. Alors, l'image synthèse, c'est les images construites. Souviens-toi, dans le temps, avec Parc Jurassique, oui. Ça, c'était l'image synthèse. Le premier, soit dit en passant, pour la petite anecdote, c'est Mound West avec Yul Brynner. À un moment donné, je sais pas si tu te souviens, c'est de l'os, c'est un monde du futur. En fait, c'est un parc d'amusement. C'est le même gars qui a fait Parc Jurassique. OK, je savais pas. OK. Oui, alors il y a l'autre parc qu'il a imaginé, c'était un parc de robots. Et alors lui, ça tient la route. Alors il y avait le monde du futur, il y avait l'époque du Far West, puis il y en avait un autre. Ah, c'était le Moyen Âge. Et à un moment donné, ben il y a un robot qui perd le contrôle. On revient encore à notre thème, c'est ça qui est capoté. On est fort quand même. C'est un capella tout ce qu'on vous raconte là. Bon, oui, et il y a un robot qui lui perd le contrôle, puis il décide de pas être gentil, puis de tuer les clients de la compagnie là, tu sais, qui visitent les parcs d'amusement. Et à un moment donné, tu as une image où il tente comme ça d'assassiner l'un des joueurs, en fait l'un des acteurs clés du film. Puis c'est une image synthèse. Tu sais qu'à l'époque, créer cette image synthèse-là, qui durait moins de 1 minute, ça avait pris 6 mois de travail. Alors qu'aujourd'hui, évidemment, c'est fait à peu près instantanément. Donc, je reviens à ta question, c'est pour ça que cette fusion-là potentielle ou cet achat-là potentiel par Netflix de Warner, c'est à certains égards, probablement, et là, je vais pas peser trop fort sur le crayon, c'est peut-être, Gilles, la fin de quelque chose que toi puis moi, on a beaucoup aimé, qui était le cinéma en salle. Ouais. Parce que vendredi dernier, en fait, au moment où on enregistre, là, mais donc il y a quelques jours, quand cette annonce-là a été faite, il y a quelqu'un qui a levé la main puis qui a dit, qu'est-ce que vous allez faire avec les contrats de films de Warner dans les cinémas? Alors, c'est Batman, entre autres, Gilles. C'est Superman. Et la réponse, moi, m'a glacé les veines, c'est qu'on a dit, on va respecter les contrats jusqu'en 2029. Alors moi, quelqu'un qui me dit ça, là, dans ma machine à décoder à moi, là, je sais pas la tienne ce que ça dit, mais ça me dit qu'en 2029, les films qui roulaient dans le temps au cinéma, ils vont rouler sur Netflix probablement directement. Parce que Netflix sont pas dans le business du cinéma au sens classique du terme. Ils sont dans le business du vente du streaming. Ils ont pas acheté ces contenus-là pour à peu près 85 milliards. Puis là, au moment où on se parle, évidemment que le monsieur de Paramount est revenu, la famille Ellison, à certains égards, et avec, tu sais qu'avec des fonds souverains arabes, et avec également d'autres personnes assez influentes. Donc, est-ce que ça va aller à terme? Je ne sais pas. Mais visiblement, il y a des gens qui se disent, cette piscine-là de contenu, avec l'intelligence artificielle, ça va être malade. Ce qui est intéressant. Mais Batman aussi, Gilles, c'est 20 films par année. En lisant sur l'intelligence artificielle, je trouve ça fascinant, surtout le côté humain, puis le côté, tu sais, pas tout le monde, mais plusieurs disent, écoute, oui, c'est bien beau l'intelligence artificielle, puis tout ce qu'on peut créer, puis tout ça, mais t'as toujours des artistes, surtout des artistes et créateurs, et je comprends très bien. Je considère que d'une certaine façon, dans ma carrière humoristique, nous avons créé beaucoup de personnages, la création parfaite. Mais ce qui est drôle, c'est que je me disais, il y a quelqu'un qui disait, ne sous-estimez pas l'intelligence artificielle. On disait, il y a le mot artificiel, on comprend, mais là, la question qui était posée, Luc, j'ai trouvé extraordinaire. Je pensais à un prof comme toi qui pourrait poser ça aux étudiants. Qu'est-ce que vous allez dire si vous avez une relation personnelle, une rencontre, soit Zoom, Teams, peu importe, d'une certaine façon, peut-être pas en personne, parce que là, c'est un peu complexe, mais une relation extraordinaire,
Tu sais, vraiment une belle rencontre. Là. Puis tu dis, ça paraît quand c'est un être humain, puis après ça, vous apprenez, c'était l'intelligence artificielle. Est-ce que vous allez avouer que vous avez eu une rencontre exceptionnelle qui vous a remué, qui vous a fait lever le poil haut de même ses bras, ou si on vous dit que c'est une intelligence artificielle, vous allez... Fait que la question est intéressante en tabarouette. Entre votre morale et votre côté social important, l'être humain est important. Je ne dis pas qu'il ne l'est pas, mais si vous faites prendre comme ça, puis eux autres semblaient dire, c'est sûr que ça va arriver. C'est sûr que ça va arriver, que des gens vont se faire prendre. Est-ce que vous êtes capable d'admettre que, bon, finalement, c'est un bon moment pareil? Ou encore, non, je me suis fait berner. Je trouvais que la question était fantastique, parce que on va être confronté à ça plus tôt que tard. Oui, et encore là, c'est très amusant que tu poses cette question-là, parce que c'est... Dans tes classes, ça va se parler. C'est une question historique, il y a plusieurs décennies. Il y a quelqu'un qui a dit, effectivement, le véritable test, ce sera d'être capable ou pas capable d'établir, le cas échéant, la différence entre c'était-tu un humain ou c'était-tu une machine. Et moi, je vais être franc avec toi, Gilles. J'adore, ce que j'aime de l'intelligence artificielle, c'est que soudainement, j'ai quelqu'un qui est jamais à court de discussion et qui est jamais à court de contenu. Et ça, je t'avoue, je trouve ça formidable. Oui. Il m'est arrivé de m'installer et pendant 1 heure d'échanger comme si j'échangeais avec mes meilleurs amis qui ont, je prétendrais, toute la même qualité. C'est ils sont à peu près, ils ont à peu près toujours des choses à raconter. Est-ce que tu l'appelles par son nom? Hey, chat, est-ce que, comme, c'est niaiseux, mais quand t'écris à ChatGPT. oui, ça m'est déjà arrivé. Et je rappelle que Chat récemment a dit, arrêtez de me féliciter quand je vous donne une bonne réponse, parce que vous coûtez à la compagnie des millions de dollars par année. Parce que pour générer la réponse, merci, j'apprécie beaucoup que tu trouves que ce que je te raconte est pas si mal. Ça coûte de l'argent. Là, ça, sur le plan, ne serait-ce d'ailleurs qu'au niveau du courant électrique. Et ils ont dit, t'as peut-être vu ça passer récemment, ils ont dit, arrêtez de féliciter chaque fois il vous dit quelque chose que vous avez apprécié. Maintenant, mets l'intelligence artificielle avec robot, on revient encore à notre sujet du début. Parce que c'est probablement le CES de l'année prochaine, début 2026. Ça va être la même patente, je crois. C'est juste que les robots vont être un petit peu plus près de quelque chose qui ressemble à des humains. T'en as probablement vu récemment sur ton fil X, là. Il faut toujours faire attention, évidemment, aux images retouchées, là. Mais, à l'intelligence artificielle dans ce cas-ci, mais, il y a des robots qui s'approchent, là. On n'est pas loin. On est vraiment, vraiment pas loin. Et c'est des robots qui vont aussi, c'est notre sujet 2, tiens, on saute à notre sujet 2. L'audio, évidemment, c'est des robots qui vont parler, qui vont échanger. Je reviens à la notion de jouet, Gilles. Tu sais qu'un des jouets les plus populaires cette année, tu vois-tu, on a un lien tout le temps. Il y a toujours un lien. Je travaille fort. Non, on travaille fort. C'est l'œuf magique de Jurassic Park. Alors, c'est un œuf, tu fais simplement le flatter, puis il va avoir toutes sortes de réactions. Puis il va t'amuser. Je veux pas donner trop de détails ici, mais alors il va émettre des sons, il va émettre des bruits sans surprise. Alors si vous avez vu le film, vous avez une petite idée peut-être de ce qui va se passer. Puis l'audio, ben c'est aussi pas seulement, mais aussi les podcasts. Ah ben oui. Les podcasts, ben c'était l'année 2024 avec Trump, qui avait aussi fait l'année X, en fait l'année Twitter en 2016, de la même manière qu'en 2008, Barack Obama avait fait l'année Facebook. Il était un catalyseur, il n'y a pas de doute. Oui, c'est sûr. Et c'est ce que j'appelle toujours, moi, la face observable de quelque chose. Je prétends toujours que, évidemment que les podcasts n'ont pas été inventés en 2024. Puis évidemment que Donald Trump, c'est pas le premier à avoir utilisé ça. Mais c'est le moment où les gens réalisent qu'il y a quelque chose qui se passe avec ça. Comme l'intelligence artificielle, je veux juste préciser une chose pour ceux qui connaissent ça, puis je prétends pas être un expert de ça, je vais être bien clair là-dessus. Et je connais des gens qui travaillent là-dessus depuis davantage que simplement 3 ans. Mais je leur dis toujours, c'est quand Chat arrive que les humains ordinaires, comme moi puis toi, puis comme plein de gens qui nous écoutent actuellement, pour la première fois, on a interagi avec un outil. Puis on a eu ce vague sentiment-là à un moment donné. Récemment, je présentais ça, j'étais à Québec. Je présentais ça à ma mère parce qu'elle m'a demandé c'est quoi, Luc, tu sais, hey, raconte-moi ça, ma mère qui a tout près de 90 ans. Puis ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur l'outil puis j'ai joué avec elle comme si je lui posais des questions. Puis j'ai dit, donne-moi une question que tu aurais le goût de poser à Chat. Tu vois un peu l'idée? Oui. Et là, il a vu la réponse et son premier réflexe a été de dire, mais qui a écrit ça? Tu vois un peu l'idée? J'ai trouvé ça très amusant. Sa curiosité m'emballe, moi. C'est le fun que ta mère, près de 90 ans, veuille savoir ça.
Oui, c'est drôle, hein? C'est un de mes plus beaux moments de l'année. Ben, c'est sûr. Et c'est un moment tellement, certains diraient banal, mais Non, c'était formidable. Puis non. à ce moment-là, on a eu une discussion comme on Jamais pas tu vas eu oublier depuis. ça, Luc, tu sais ça. Jamais de ta vie tu vas oublier ça. Jamais. Effectivement. Alors, je reviens à audio, c'était ma petite parenthèse, mais Amazon, au 4e trimestre, donc le trimestre actuel, au moment où on enregistre, ont investi pour la première fois de façon substantielle dans les podcasts. Et ce qu'on s'aperçoit, l'avantage du podcast, évidemment qu'on rejoindra jamais autant de centaines de milliers de paires d'oreilles qu'autrefois. On est d'accord là-dessus, mais c'est pas ça le débat. À tout le moins au Québec, là, on s'entend là-dessus, c'est pas ça le débat. Mais c'est qu'on s'aperçoit que l'avantage avec le podcast, mettons que j'annoncerais dans ton podcast, je suis probablement le seul annonceur. C'est vrai. J'ai toute l'attention, on est d'accord? Ouais. On va être franc, dans le temps de la radio le matin avec les restos, ça m'est déjà arrivé dans la même pause d'en entendre plus qu'un. Ah ben oui, ben oui. Ça m'est déjà arrivé d'en entendre plus que deux dans les grosses années de la radio. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va lever la main en disant que c'est le même type d'attention que juste à être seul? En plus, tu peux même devenir le commanditaire du podcast. Alors, ce qu'Amazon dit, on vient de s'apercevoir que comme il y a moins de compétition, il y a plus d'attention. Il n'y a pas plus de portée. On s'entend toujours là-dessus. On ne chicanera pas là-dessus bien longtemps. Mais au moins, pour ceux qu'on a rejoints, les probabilités qu'ils se souviennent qu'on est l'annonceur sont fort probablement plus importantes. Alors, Amazon, pour moi, ça, c'est un game changer aussi. Et comme il y a beaucoup de spécialisation, les autres vont dire c'est pas tout le temps ce que ça coûte, mais comme ce que ça vaut. C'est souvent le cas en publicité. Si je rejoins les gens que je veux rejoindre, si je veux vendre des voitures, puis que j'ai 2000 personnes, mais là-dedans, c'est des gens d'affaires, des gens qui peuvent et qui sont susceptibles de changer de voiture, surtout ce type de voiture-là. Ben, tu comprends que même des médias de masse te permettaient, pardon, la radio où j'ai travaillé, il y a eu des moments où on avait des quarts d'heure de 90 000. Je dis pas que personne écoutait, au contraire, ça avait de l'impact. Je dis pas que ça avait pas d'impact, ça avait de l'impact. Par contre, tu peux faire aujourd'hui avec 1500, 2000 personnes très, très bien focusées puis spécialisées. Tu peux avoir un impact aussi. Fait que vois-tu, la difficulté pour les diffuseurs, si je t'en parle, parce que moi, ça fait 6-7 ans que je fais un podcast, souvent la difficulté, c'est de trouver le véhicule publicitaire, tu comprends? C'est pas tellement d'en être un. Moi, souvent, je me faisais, comment ça qu'il n'y a pas de pub? Comment ça? Il y a beaucoup de gens qui écoutent ça, tout le monde m'en parle. Comment ça qu'il n'y a pas de pub? La réalité, c'est que je m'en occupe pas, premièrement. Et deuxièmement, ben, les grandes corpos, souvent, travaillent beaucoup avec des grandes corpos aussi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est plus facile pour eux autres. Il y a une spécialisation où il y a des multitudes de podcasts, mais pour les plus petits, c'est difficile de lever la main et de se faire voir sur l'autoroute du podcast. Mais en tout cas, là, je parle d'une autre chose, mais c'est un ajustement qui est plus difficile pour ceux qui diffusent, je pense. Oui, et je t'avoue, j'en écoute plusieurs podcasts. Moi, c'est un truc que j'adore. Et la beauté avec le podcast, je prétends que la règle de base, c'est il faut être intéressant. Ben oui, parce que sinon, comme ça dure un peu plus longtemps. Ça peut arriver que t'arrêtes, hein? Oui. Puis la réalité, c'est que c'est ça. Il y en a des gens qui t'écoutent à la radio classique, puis conventionnelle, puis tu dis j'en aurais pris plus, n'est-ce pas? Oui. Puis il y en a que tu dis, j'en aurais pris moins. Alors, la beauté du podcast, c'est que si tu vas en avoir un petit peu plus, ben t'as cette occasion-là. Puis ce qu'on découvre aussi avec le temps, c'est qu'il y a des gens qui ont beaucoup de choses à raconter. Donc, ça peut être ça peut être le fun. Moi, je continue à penser qu'il y a des podcasts au Québec qui devraient avoir des annonceurs qui en ont pas. Si jamais les gens me croisent après une conférence, je me ferai un plaisir de leur donner une petite liste. Mais je crois que sur le plan de l'écoute, il y a des endroits qui sont pas exploités. Et je reviens toujours à l'intelligence artificielle. Ce qu'elle permet aussi, c'est de cibler de façon très, très pointue, très granulaire la clientèle. Oui. Or, le podcast, au fond, c'est chaque podcast a à certains égards un public cible assez bien défini, je crois. Alors que du côté des médias peut-être plus traditionnels, c'est un petit peu plus large. Alors, si on s'inscrit dans cette réalité-là, puis on achète le fait qu'on préfère parler peut-être à moins de monde, mais de façon plus ciblée, le podcast, pour moi, m'apparaît une solution. Est-ce que la publicité, le marketing lié au podcast, la façon de le livrer, est-ce que ça change? Est-ce que, par exemple, on est capable de mettre de la pub on sait qu'on peut mettre de la pub dans un podcast si c'est déjà prévu, mais est-ce que dans le player, comme on appelle le lecteur de podcast, on est capable de mettre de la pub? Est-ce que la pub, un podcast que j'écoute dans ma voiture où j'ai un gros écran, c'était très drôle de voir les écrans de télé, t'as l'impression des fois qu'il y aura même plus de tableau de bord, c'est juste un écran, ce qui est un peu Tesla, mais est-ce qu'on est capable de mettre de la pub aussi visuellement? Là, j'essaie de voir, est-ce que on déploie plus d'ingéniosité sur la pub en podcast? Oui, il y a tout ça qui s'en vient, puis puisque tu parles de ça, je vais faire le lien avec un autre élément, moi, qui m'apparaît, qui s'inscrit tout à fait dans cette dans cette en fait lignée-là.
c'est l'annonce qu'on a eue il y a quelques semaines, l'affichage extérieur, qui est soit dit en passant, au niveau des médias traditionnels, qui est probablement le média qui traverse le mieux la crise actuelle, parce que tu continues à te promener en voiture, n'est-ce pas? Oui. Puis tu t'enfarges dans des panneaux affiches. Bell, il y a quelques mois, pour ne pas dire un peu plus d'1 an maintenant, a fait l'achat d'un autre réseau d'affichage. Puis les gens ont dit, mais je comprends pas, Bell, médias traditionnels, on a le sentiment qu'ils se retirent graduellement de certaines choses. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Ils achètent de l'affichage. Mais évidemment, la beauté avec l'affichage, c'est que dans le temps, c'était sur du papier. Puis aujourd'hui, ben sur le plan numérique, là où il y avait une pub pendant un mois, il peut en avoir 8 pendant une semaine. Alors, je reviens à ta question de podcast. Quelque chose que je trouve complètement capoté, c'est que maintenant, on offre l'affichage extérieur qui est dopé par la donnée. C'est l'expression d'ailleurs que tu utilisais quand tu m'as envoyé ton message, que je trouve très intéressant. C'est que maintenant, on est capable d'évaluer l'efficacité du panneau, tenez-vous bien, en fonction du trafic au moment où la pub passe. Hey, là, attends un peu. Là, il y a des gens qui disent, attends un peu, qu'est-ce que tu veux dire, là? Je dis que l'intelligence artificielle et que toutes sortes d'outils qui existaient déjà préalablement, on fait juste coller tout ça ensemble. On est capable d'évaluer le trafic autour du panneau. On est capable aussi d'ajuster la pub en fonction de la météo. Hey, c'est-tu malade, Gilles? Complètement. Puis on est capable d'acheter de la pub sur le panneau affiche numérique live. Donc, tu dis, toi, il neige. Là, au moment où on se parle, il y a une quantité anormalement élevée de voitures sur Saint-Sacrement, le panneau, là, sur le coin, là, quand tu descends la côte. Mettons qu'il serait numérique, il l'est pas encore, mais mettons qu'il serait. Puis tu pourrais dire, hey, c'est là qu'on annonce le podcast de Noël. Ouais. Le trafic est fort. Ils vont le voir. On est dans le temps de Noël. La météo, ça ressemble à quelque chose qui pourrait être intéressant. Pour ceux d'ailleurs qui sont pas convaincus de l'importance de la météo, je rappelle qu'au début du mois de novembre, les Québécois ont commencé leurs achats de Noël, ce qui est assez tôt historiquement, simplement parce qu'on avait eu des premières chutes de neige. Les gens tout de suite sont tombés dans l'ambiance de Noël. Et ça explique aussi pourquoi on a peut-être eu le sentiment que, me semble que le Vendredi fou était parti une couple de semaines avant. Et moi, je racontais sur d'autres chaînes, et Gilles, que... Il commence quasiment à annoncer au mois d'août, là. Tu vas m'arrêter ça. Vendredi fou, ça n'a pas de sens. Ma blonde a dit, elle dit, il y a tellement eu d'annonces Vendredi fou, j'ai l'impression que ça fait 2 mois. Mais la réalité, c'est que tout le monde devance pour être en avant. Fait que quand arrive le jour du Vendredi fou américain, parce que nous autres, dans le fond, cette fête-là, on l'a faite en début de mois. C'est comme tout, il y a eu les fêtes avant, il y a eu fait que c'est des semaines et des semaines. Oui, il avance toujours un petit peu plus. Puis cette année, bon, depuis qu'on a l'expression Vendredi fou, là, je pense que c'est en 2013 de mémoire avec le festival française. Oui. Et je prétendrais que dans ce cas-ci, l'expression Vendredi fou est meilleure que Black Friday. Vois-tu? Des fois, là, courriel, je le trouve excellent. Je le trouve bon. Balado pour podcast, je le trouve pas bon, Gilles. Non, t'aimes pas ça? J'aime pas balado. Non. Balado. Non, je vois pas le lien. Podcast. Alors, c'est comme streaming. Diffusion continue. Sais-tu quoi, Gilles? Je le trouve pas bon. Vois-tu, il y en a qui sont bons, puis il y en a qui sont pas bons. Courriel, il est écœurant. Il est très efficace. Vendredi fou, on perd-tu la boulette momentanément? Sais-tu quoi? C'est ça, je le trouve. Alors lui, en français, il est meilleur. Alors des fois, il est meilleur en français, des fois, il est meilleur en anglais. On a essayé de traduire aussi des expressions du côté du golf. Il y a des choses qui marchent, puis il y a des choses qui marchent pas. Dans ce que tu disais, prof Dupont, j'aime l'idée d'apprendre que l'imprimé, donc l'affichage extérieur est en force, parce que souvent, quand il y a des nouveautés, on est porté à tout de suite condamner et enterrer des anciennes choses. Par exemple, la radio a été enterrée 20 fois, 30 fois dans l'histoire, c'est sûr, même s'il est très, très vieille. Même chose pour la vidéo, tout ça. Fait qu'il y a eu beaucoup, mais il y a des déclinaisons qui disparaissent. Mais est-ce que le média lui-même, parce que moi, j'aurais été porté à dire, le journal, par exemple, journal papier, je regarde la progression, puis je disais, mais je suis pas un devin, là. Mais je me disais, je pense que le journal papier, tel qu'il est appelé à vraiment disparaître complètement. Peut-être que je me trompe, mais quand je regarde, par exemple, je sais pas à qui je disais ça récemment, quelqu'un du milieu. Je dis, comment tu dis ça? Je dis, garde, l'autre jour, j'ai fait un test. Moi, je suis encore abonné au Journal de Québec. Puis les 31 premières pages, il y avait aucune pub. C'était juste des autopromos, puis Cube Radio, puis TVA, parce que c'est québécois. J'ai dit,
C'est impensable, là. Tu peux pas, je sais ce qui s'en vient. Le journal, des fois, est aussi mince qu'un feuillet paroissial. Il y a quasiment 20 pages, là. Tu le vois que ça descend, là. Sauf le samedi où t'as plein de cahiers, puis de la promo encore. Mais l'affichage, vois-tu, je me serais fait prendre. Je pense à une ressurgence de l'affichage. Je m'attendais pas à ça. Oui, à cause de tout ça. Oui. Ce qu'on vient d'écrire là, l'électronique qui apparaît. Qui permettent de faire incroyable. ça. Puis le trafic, tu me dirais, par curiosité, tu me dirais, mais comment ils mesurent ça? C'est qu'ils ont lié Waze et Google Maps à chacune des affiches, Gilles. Donc, vois-tu, là, et là, quand je te le dis, tu dis, ben oui, il fallait juste y penser. Et là, ils sont constamment renseignés sur le nombre de voitures potentiellement qui se promènent autour du panneau. Là-dessus, je reviens à ta remarque que tu faisais tout juste avant. Il y a une couple d'années, le gouvernement du Canada m'avait dit, viens donc nous parler des médias traditionnels. Et j'étais arrivé, puis volontairement, évidemment, en conférencier que j'essaie d'être à tout le moins. Et j'ai dit, je vais peut-être vous surprendre, mais sur le strict plan des statistiques, peut-être pas la durée passée sur chacun des médias, mais sur le plan de la portée. Donc, le pourcentage de gens qu'on rejoint chaque semaine, portée hebdomadaire, de chacun des médias traditionnels, ça a somme toute pas beaucoup bougé. Puis la télévision au Canada français, parce que là, j'avais un auditoire Canada anglais, Canada français, je leur expliquais, parce que j'avais ces gens-là de pub là, du gouvernement. Mm-hmm. Je leur disais, si vous regardez du côté de la télévision à tout le moins, les heures d'écoute du côté du Canada français, vous seriez surpris encore de la vitalité de tout ça. Mais c'est sûr qu'on n'ira pas, qu'il y a des choses qui se passent, on fera pas semblant qu'il se passe rien, et ça explique toute la guerre du streaming actuel et Netflix qui soudainement, au tout début, lorsque Paramount décide d'acheter Warner, Netflix a dit, souviens-toi, la première déclaration il y a quelques mois, c'est on n'est pas intéressé. Et là, probablement qu'ils ont fait le calcul après, ils ont dit si jamais Paramount et Warner se mettent ensemble. Là, on a un premier vrai compétiteur, première chose. Évidemment que dans le cas de Netflix, on n'a pas l'habitude d'acheter des choses. On fait les choses. Mais là, c'est un raccourci. Deuxième élément. Puis 3, je reviens avec la propriété intellectuelle. Si tu as le droit de faire quelque chose avec Harry Potter, puis là, les contrats étant ce qu'ils sont, est-ce qu'on avait prévu dans le temps tout ça? Moi, je suis pas sûr. Puis là, tu réalises le genre de problème que ça pose, parce que Universal, qui est un compétiteur de Warner, évidemment un compétiteur de Netflix, là, soudainement, se retrouverait avec des propriétés. Je pense à Harry Potter. Harry Potter, il est au parc d'Universal, hein, t'es déjà allé. Je sais pas si t'es allé, j'ai le temps. Oui. Écoute, je vais le dire, là, vous cherchez quelque chose à faire l'été prochain, là. C'est ça qu'il faut faire. C'est un incontournable, je pense. Ça aussi, c'est un de mes plus beaux souvenirs avec mes enfants. J'en ai 2 sur 3 que Harry Potter, c'est ce qui les a initiés à la lecture. Donc, je remercie beaucoup la madame qui a écrit ça parce qu'ils ont capoté ben raide. Ah oui. Et je me souviens de leur visage quand ils ont vu la neige sur les édifices. On était au milieu du mois de juillet, là, juste pour te mettre en contexte. Puis là, le dragon, à un moment donné, qui s'est mis à lancer du vrai feu, là. Puis je pense qu'on était là 20 minutes de temps à regarder le dragon qui lançait du feu. Bon, à un moment donné, j'ai dit, peut-être on va aller chercher les cœurs. Là, t'avais l'âge de tes enfants, là. J'avais l'âge de mes enfants. Ouais. C'est dans mon bureau, d'ailleurs, c'est une photo que j'aurai jusqu'à la toute fin. Ça, c'est toutes les fois où c'est plus difficile. On regarde la photo puis on dit, c'est du quoi? La vie est pas si mal. C'est pas si mal. Mais donc, je reviens là-dessus, c'est que tout ça va se déplacer sur le streaming. Et on l'a vu avec les Blue Jays récemment. Ça peut être tout ça à la fin, ces nouvelles plateformes-là. Puis quand on dit nouvelle plateforme aussi, c'est aussi posséder un club de sport, soit dit en passant, les Blue Jays, en posséder d'autres aussi, parce que Rogers possède à peu près tout ce qui joue dans le coin de Toronto. Donc, ils ont le contrôle à peu près total de tous les billets, puis de toutes les promos, puis toute la publicité, les campagnes, etc. à l'échelle canadienne. Et je te rappelle qu'au moment où on se parle, on sait toujours pas qui va retransmettre les matchs du Canadien, à moins que j'ai manqué la nouvelle. L'as-tu vu ça passer, Gilles? Les matchs à quel moment? Les matchs pour le prochain contrat avec Rogers. On sait pas encore. Écoute, les coûts sont tellement élevés, c'est ça le problème. Puis en même temps, il y a tellement de mouvements. Je sais pas si si on est prêt. Je parle des propriétaires, ceux qui ont les franchises. Est-ce qu'ils sont prêts à signer un contrat qu'eux autres considèrent qu'il pourrait être plus élevé, par exemple, avec un Amazon, avec un Apple, parce que ils deviennent aussi, eux, des partenaires. Et comme les gens sont de plus en plus, moi, il y a de plus en plus de gens qui me disent, moi, j'ai plus d'abonnement de télé. Comment pas d'abonnement? Non, moi, c'est les applications. Il y a beaucoup de gens, là, un peu, je me sens comme, tu sais quoi? Je fais une référence qui n'a pas rapport, mais qui a rapport à la technologie. Moi, j'ai téléphone à la maison, tu sais, le téléphone
de la maison. C'est pas un téléphone cellulaire qu'on a, mais que tout le monde a. Mais moi, en 2025, je me suis départi de mon téléphone à la maison. Je pense que j'étais le dernier à Québec. Tout le monde disait, t'es donc ben cave. Tu sais, en voulant dire, comment est-ce que tu fais avec un téléphone à la maison? Mais c'est le même sentiment que j'avais. J'étais un peu dépassé, mais maintenant, je vais chez mon fils. J'ai dit, tu peux-tu me mettre RDI? Je joue pas sur RDI. Je joue pas. Hein? T'as pas un plan de base, mettons, Vidéotron ou Bell, pas en tout. Non, moi j'ai Netflix, j'ai Sportsnet, puis lui, il prend ça à la carte, là. Il achète ses affaires, puis c'est juste des applis. Je vais chez mon autre fils, même affaire. Ils ont 35 et 34. 33 et 35. Et là, mon fils le plus jeune, uniquement les applications. Fait que là, je me dis, OK, là, je suis encore en retard dans la patente, parce que moi, j'ai encore mon affaire de base de Vidéotron, puis ça fait mon affaire. Mais je comprends que dans quelques années, il y aura plus personne. Fait que je comprends aussi que tous les mouvements sur mes chums qui sont à RDS, puis mes amis qui sont à Radio-Canada, ils sont en train de subir les mêmes changements, là. Parce et Bruno Guglielminetti me disait récemment, c'est une phrase que j'ai beaucoup retenue, je l'ai trouvée très, très bonne. Il a dit, maintenant, si c'est important, c'est sur Internet. Oui. Et c'était ça sa justification de dire, est-ce qu'on a encore besoin du téléphone ligne dure, ce que tu décrivais il y a 2 instants, est-ce qu'on a encore besoin du câble TV, etc. Et à certains égards, c'est le défi du Canadien, j'y reviens, Gilles. Tout ce que tu viens de décrire là, on parle parfois du dôme québécois, puis effectivement, il y a un dôme. Le français nous aide pour ça, pour nous entre guillemets protéger. Oui, certes, oui, dirais en guillemets parce que d'autres diraient garder captif. Mais la jeune génération, moi je serais porté à dire qu'elle est pas mal plus bilingue que nous autres, on l'était à leur âge. Hein? Certainement. Hein? Et ne serait-ce que les nouvelles plateformes, ils sont effectivement en contact avec ça absolument et constamment. Puis dans le cas toujours de Warner, je te rappelle, Gilles, que c'est eux qui ont le hockey de la Ligue nationale aux États-Unis. Et là, tu vois-tu, la Ligue nationale, le problème qu'ils ont, c'est que le contrat doit être en renégo l'année qui vient, là, 2026. Ouais. Mais là, peux-tu négocier en sachant pas ce qui va se passer? Est-ce que tu le sais ce qui va, on ne sait pas ce qui va se passer avec Paramount et Netflix. Alors, dans le cas de Netflix, ben, c'est aussi une occasion de dire, ben, on va acheter du contenu sportif parce qu'on est en train de s'apercevoir que les matchs de Noël, là, ils coûtent 75 millions chacun de la NFL, là. Mm-hmm. Mais sais-tu quoi? On vend de la pub en malade. C'est ça. C'est rentable. Si c'est rentable. C'est pas ce que ça coûte, mais ce que ça vaut. C'est ça. Alors, c'est un bel exemple de tout ça. On a parlé de streaming, je sais que c'est majeur, donc les Netflix de ce monde et les autres, mais est-ce que le modèle d'affaires a changé ou leur argent, dans le fond, ils font-tu essentiellement par l'abonnement ou par la pub qu'on nous impose dans un abonnement de base, mettons? Là, on sera à l'étape où on ajoute la pub. Mm-hmm. On est toujours à l'étape où on a une démonstration à faire. En même temps, c'est pas les fameuses codes d'écoute historiques comme on les connaissait. Dans le cas de Netflix, c'est plutôt du temps passé à regarder des séries. C'est un public que les annonceurs veulent rejoindre. Il est un petit peu plus jeune, il est un petit peu plus difficile à rejoindre. Il est moins sur les médias traditionnels, évidemment. Il est beaucoup sur le numérique. Le défi aussi, Gilles, je reviens toujours à cette entente-là, ou en tout cas potentiel, cet achat-là, c'est que ça veut dire aussi peut-être la fin d'une époque qu'on a connue, toi puis moi, très très bien, puis beaucoup de gens qui nous écoutent. De la même manière que quand AOL achète Time Warner au début 2000, on réalise pas qu'on assiste au début de la fin des médias traditionnels. Mm-hmm. Et parce que là, c'est une nouvelle plateforme qui achète un média traditionnel. Et c'est encore cette fois-ci, c'est la même chose. Et c'est pour ça que l'industrie du cinéma, qui historiquement aime pas Donald Trump, historiquement les scénaristes qui aiment pas Donald Trump, les acteurs qui historiquement aiment pas Donald Trump, sais-tu quoi? Leur survie tient maintenant à Donald Trump. Parce que si jamais cette entente-là est complétée avec Netflix, je suis sûr qu'ils alimenteront plus les cinémas. Je suis convaincu de ça, Gilles. Je suis certain de ça. Puis ils ont même, je te rappelle la date, c'est 2029. 2029, ben en 2026, ça veut dire dans 3 ans. Fait que ça aussi, c'est important. Puis je vais t'en rajouter un étage, c'est que ce que tu appelles depuis tantôt des médias, c'est notre sujet suivant, c'est que dans le temps, j'aurais pas dit que Walmart, c'est un média. Hein, n'est-ce pas? J'aurais pas dit ça. J'aurais dit qu'Amazon, ben, c'est une plateforme de vente en ligne. Même Apple, l'arrière. Apple, c'était des téléphones, puis c'était, c'est ça. Je pense pas que j'aurais dit que c'était un média. Alors, cette année, Walmart, puis c'est drôle, au moment où on enregistre,
c'est la première journée de Walmart qui est transférée de la bourse du New York Stock Exchange au Nasdaq. Oh! Alors là, quelqu'un pose la question ce matin, j'ai écouté ça à CNBC. Alors, tu as le PDG de Walmart qui est dans la salle, puis on dit, mais j'essaie de comprendre. Et qu'est-ce que c'est la réponse du PDG de Walmart? Il dit, Walmart, vous avez l'idée de ce que c'est? Les magasins, on rentre dedans, n'est-ce pas? Tu le vois, le magasin? Ben oui. Il dit, mais savez-vous quoi? Maintenant, on fait un pourcentage significatif de nos revenus avec la vente de publicité. Puis on est en train donc de devenir une entreprise de plus en plus techno. Et comme on est plus techno qu'avant, ben on peut pas être sur le New York Stock Exchange. Il faut se déplacer du côté du Nasdaq. Alors j'ai trouvé, et là qu'on achète ou pas l'explication que je donne ou que l'explication du PDG a somme toute peu d'importance. Ce qui est en train de nous dire, encore une fois, ce que j'appelle toujours la face observable, c'est ce qu'on voit. Ben on dit si Walmart est sur le Nasdaq, donc c'est une entreprise de haute technologie. Tu vois-tu un petit peu le genre de choses? Alors Amazon, mine de rien, cette année, est devenu la troisième entreprise qui vend le plus de pubs sur Internet. Hey. C'est complètement capoté. Et l'outil est tellement facile à utiliser, c'est qu'une fois qu'il est mis en place, c'est que c'est presque juste du gravy, là. La marge bénéficiaire de quelqu'un qui achète une campagne publicitaire sur Amazon, tu devines, c'est que jamais tu parles à un humain. Tout se fait automatiquement. Tout se fait automatiquement, Gilles. Alors, soudainement, c'est la réponse qu'on te donne quand tu cherches quelque chose. C'est la réponse en double. Des fois, je vois ça, là. Il y a un doublon. C'est le même produit 2 fois identique. Les premières fois, je disais, oh, ils se sont trompés dans la programmation. Mais là, évidemment, j'ai compris depuis que c'est pas une erreur de programmation. Au contraire, c'est quelqu'un qui a acheté l'erreur, entre guillemets, en disant, je vais être là 2 fois pour être certain que je vais ressortir du lot. Alors ça, pour moi, c'est majeur. Puis, mais ça, colle ça avec un événement historique important cette année, en même temps. C'est une entreprise qui a pas fait ce saut-là, qui est dans le commerce de détail, tu la connais, c'est la B. Oui. Qui devait 950 millions à ses créanciers et qui a réussi à vendre 2-3 bébelles avant de fermer, entre autres, les couleurs de la fameuse couverte. Canadian Tire a acheté ça en disant, ça, on va être capable de faire quelque chose avec ça dans les Noëls à venir, mais sinon, on est coincé. Fait que, encore ça illustre très, très bien une autre tendance de cette année, là, ce qu'on appelle l'essor du retail media. C'est ça. Ça, c'est majeur. Puis en même temps, pour les compagnies, mettons Walmart, ça a dû coûter des millions et des dizaines, peut-être des centaines de millions, développer le site Internet extrêmement flexible et mais en même temps, là, avec la pub qui s'insère là-dedans, les autres, ils viennent à, non seulement à couvrir leurs frais, mais à faire de l'argent. C'est ça, je comprends. Ça devient un modèle d'affaires, leur site en ligne. Puis les annonceurs, sans surprise, c'est qui? Ben, c'est les entreprises qui font affaire avec Walmart. Ben oui. C'est les entreprises qui font affaire avec Amazon. Alors, puis au Canada, comme l'Obela, là, c'est gros. Est-ce qu'ils font la même chose? L'Obla sont pas aussi avancés, mais je suis convaincu que tôt ou tard, ils vont s'inspirer de ça parce que c'est probablement le joueur le plus là-dessus. Là. Évidemment, on a IGA, on a Metro. Ils sont plus avant-gardistes que les autres? En tout cas, c'est des joueurs qui sont sensibles à ça. Remarque, tu vois, je crois que IGA, sur le plan du marketing web, ils ont fait beaucoup de choses il y a 2 ou 3 ans depuis. Non, on est pas mal là-dedans. Puis en même temps, lorsqu'on veut s'adresser aux Québécois, il y a la fameuse campagne de Noël, qui est un incontournable à chaque année. On l'attend. Ça, oui, puis je dois dire, généralement, quand je la compare avec la campagne de l'Obla, Gilles, IGA et Metro, oui, je suis d'accord. Et Maxi, ils les battent à pleine couture, là. Oui. L'Obla est pas dedans, là. Pas en tout, mais là, probablement que l'Obla me dirait, pour le public à qui on parle, Canada anglais, on parle un petit peu plus de prix à Noël. Alors qu'au Québec, si tu parles de prix à Noël, t'es mort. Dans nos sujets, on a quelque chose qui est d'intérêt aussi, parce qu'en même temps, on est en train de montrer toute la vivacité, toute la rapidité, toute l'ampleur que peut prendre la force d'Internet au fil de tout le déploiement des possibilités. Mais en même temps, on s'est rendu compte cette année aussi que s'il y a quelque chose de négatif qui arrive, c'est une traînée de poudre, puis tu peux perdre ta réputation assez vite. On a eu une année où il y a eu quelques crises réputationnelles qui sont arrivés vite puis qui ont eu un impact rapide aussi. Je pense à Tylenol, entre autres. Oui, moi, je vais t'en donner les 2 pour moi les plus importantes, je crois. Un, c'est qu'on s'est aperçu momentanément, souviens-toi, c'est la fameuse Kiss Cam de Coldplay.
Tu parles de réputation. Alors pour moi, celle-là, c'est quelque chose de remarquable. J'attends d'ailleurs l'étudiant qui va venir me voir pour une direction à la maîtrise là-dessus. Là, ça c'est une thèse là, 40. Là. Oui. Alors ici, 24 heures, les 24 premières heures. J'ai pas les chiffres, Gilles, pour la totale. Je suis sûr qu'il dépasse le milliard de visionnements. Je suis sûr de ce que je te dis là, mais je l'ai pas le chiffre. Mais j'ai le chiffre pour les 24 premières heures. Uniquement X et TikTok, c'était 150 millions de vues. Alors, et cette histoire-là est intéressante parce qu'on parle souvent de la réputation des marques, puis là, on a l'impression que comme c'est les marques, ça nous touche pas, n'est-ce pas? C'est pas nous autres. Puis là arrive cet événement-là avec Coldplay, puis là, ben l'histoire est fameuse, puis la réaction aussi des deux protagonistes est superbe. Puis là, momentanément, ben sans surprise, 150 millions de visionnements, pour moi, c'est sans appel. Ça serait le premier. Puis c'est drôle parce que ça nous a occupés pendant à peu près, sans blague, près de 2 semaines. Ça se peut-tu, Gilles? Oui. Quelque chose comme ça. En plus qu'on a eu des variantes après. Puis en plus, après ça, moi, celle qui m'a beaucoup amusé, c'est qu'à un moment donné, dans un show, il y a Messi avec sa blonde. Puis Messi, je sais pas s'il avait vu ça parce qu'il est peut-être un petit peu plus occupé que la moyenne des ours. Mais ce qui était drôle, c'est que sa blonde, elle était au courant de l'histoire. Puis là, elle voulait comme s'approcher de lui pour expliquer qu'eux, ils allaient s'embrasser. Je sais pas si tu vois la scène. Puis Messi est un gars, fondamentalement, je suis convaincu, très timide. Alors, il était comme pas sûr. Il comprenait pas trop ce qui se passait. Mais dans le stade, tout le monde rigolait beaucoup de voir Messi en sachant pas trop quoi faire. Dans la même scène, là. La même scène. L'autre histoire, Gilles, c'est que c'est aussi l'année où parfois on s'est aperçu que les médias nous disaient que c'était une controverse, puis ça n'en était pas une. Alors, je te donne l'exemple de ça. J'ai beaucoup d'étudiants qui ont travaillé là-dessus dans mon cours de relations publiques. C'est la campagne publicitaire d'American Eagle. Oui, alors, si tu me demandais à chaque année, puis ça pourrait être une habitude à partir de cette année, mon prix orange, c'est-à-dire la meilleure campagne de l'année, c'est American Eagle. Et cet été, l'été dernier, par curiosité élémentaire, je suis allé aux États-Unis dans ce qu'on appelle communément des centres d'achat, et je suis allé chez American Eagle. La file pour acheter des t-shirts quand je suis allé se rendait jusqu'au couloir pour rentrer dans l'American Eagle. Donc, je sais pas normalement c'est quoi la file, mais je suis sûr que c'est pas ça. Les ventes ont augmenté de 25%. Alors, pourquoi je te dis c'est la campagne de l'année? Oui. Parce que, historiquement, tu me demanderais, c'est quoi une bonne campagne? Moi, je dis toujours, c'est la campagne qui va faire vendre plus de choses. Idéalement, vous allez me dire, c'est pas toujours l'objectif, c'est pas vraiment un objectif de publicité, c'est un objectif de promotion. C'est vrai, mais à la fin, c'est toujours dans le contrat. C'est une clause invisible. Si ma pub fait pas vendre plus, tu sais, dans le temps que t'annonçais des restos, oui. Si on vend pas plus de pizza au mort, la campagne n'a pas marché. C'est ça. N'est-ce pas? Oui. C'est ça la clause. Elle est pas là, elle est pas marquée comme ça. Mais tu le sais. Puis tu le sais que quand il t'appelle, il va te parler des ventes de pizza au mort. Enfin, on a tout compris ça. Alors, dans ce cas-ci, ça, c'est la première donnée. Mais moi, je dis une grande campagne, il y a un étage supplémentaire. C'est une campagne qui chatouille le social, qui chatouille le psychologique, le psychosociologique. Alors, c'est la campagne, par exemple, dans les années 60, l'autre siècle d'avant, de Volkswagen, avec soudainement, c'est pas parce qu'elle est grosse qu'il faut l'acheter, c'est parce qu'elle est petite, hein? Think small, tu te souviens? Oui. Et là, j'aurais toutes sortes d'exemples d'autres campagnes. Évidemment, au Québec, on est 6 millions, faut se parler. Oui. La campagne vend plus de bière, mais sociologiquement, on chatouille quelque chose. On est d'accord? On est sur une corde sensible. Alors, American Eagle, ma théorie, c'est la suivante. C'est que eux, évidemment, sont constamment en contact avec les jeunes. C'est eux qui achètent chez American Eagle. Et ces jeunes-là leur ont probablement dit à un moment donné, les campagnes moralisatrices, dit autrement, woke, on est tanné. C'est le pendule, c'est la théorie du pendule. Ouais. Alors, c'est l'expression qu'on utiliserait en culture pop, c'est le zeitgeist. Il y a des gens qui ont cette capacité de sentir que le vent tourne. L'intuition. N'est-ce pas? L'intuition, exact. C'est le terme. Et je prétendrais, Gilles, je vais te faire une fleur, à l'époque où tu étais dans la radio conventionnelle, appelons-la comme ça, ou traditionnelle, à défaut d'une meilleure expression, t'avais ce pif-là, OK? Ça, je ne sais pas si ça s'apprend. Tu peux me répondre, mais... Non, ça s'apprend pas. C'est lié, ça, okay? C'est lié à la curiosité. C'est deux choses. Tu veux savoir des choses, puis en même temps, tu dois te positionner. Moi, l'affaire la plus simple pour l'expliquer, c'est de dire, faites
comme si vous étiez ceux à qui vous vous adressez. Essayez de savoir vous êtes dans l'auto, vous embarquez 3h15 de l'après-midi, vous arrivez, parce que maintenant, les gens devaient finir à 5h, mais à 3h15, tout est bloqué partout, on comprend que ça finit plus tôt, mais le point était le suivant, vous êtes dans la voiture, vous ouvrez la radio, vous écoutez, mettons, le retour de Gilles Parent, c'est Dan Pou qui parle, de quoi tu dois parler mets-toi à la place de l'auditeur, de quoi il va entendre parler. C'est ça l'intuition, c'est de savoir ce que les gens veulent. Puis si tu es obligé de chercher, c'est parce que ça vient pas naturel, mais je pense que si tu combines ta curiosité, ton intérêt envers les gens à qui tu t'adresses, puis c'est vrai aussi pour quelqu'un qui travaille dans un restaurant. T'arrives au restaurant puis on dit on s'occupe de vous. On s'occupe de vous, ça fait 10 minutes t'attends. Ouais, ce sera pas long, on s'en vient. Mais là, t'en viens-tu, t'en viens pas? Non, mais dis la vérité. On est débordé, votre table est pas prête, mais on va. Ça, t'as mieux. Ça, tu comprends? Alors, la façon de bien servir les gens, c'est du service à la clientèle, mais c'est ça pareil. Ta façon d'être efficace, d'être au-delà de ce que le marché fait, au-delà des autres, mais c'est souvent ça, c'est l'attention que tu fais pour pouvoir donner le service ou, dans notre cas, effectivement, de parler de choses qui vont intéresser le monde. Alors, dans le cas d'American Eagle, j'y reviens. Ben, en publicité, ça s'appelle les études de marché. Il y a eu des groupes de discussion. On a fait parler des jeunes. Après ça, on a posé toutes sortes de questions. Il y avait peut-être eu même des sondages. Puis là, ils ont identifié quelque chose. Évidemment, je précise que c'est une chose d'être capable de l'identifier. C'en est une autre d'être capable de vendre ça à la compagnie en disant c'est ça qu'il faut faire, n'est-ce pas? Parce que la campagne d'American Eagle, je précise qu'au Québec, elle n'existe toujours pas. Elle n'existe toujours pas. Pourquoi? Ben parce que, les annonceurs sont extraordinairement frileux. Oui. Ils vont nous répondre, le marché est minuscule, on peut pas prendre de chance. Puis l'agence, ben, elle veut pas perdre le contrat au cas que ça marcherait pas. Alors, je salue American Eagle, qui s'est fait présenter ce concept-là, qui a dit, on va revenir à la pub d'antan. Calvin Klein, les années 80, juste pour être sûr que tout le monde se comprenne. Alors, la fille, elle va être belle, on va le dire, elle va conduire un char. C'est une vraie fille de char, je précise. C'est une vraie fille de tout ça, là. C'était pas un fake. Puis, quand les gens vont commencer à chialer, alors c'est pour ça que je te dis que cette année-ci, c'est l'année où on s'est aperçu que c'est pas parce qu'une gang te dit que c'est une controverse, que c'est une controverse, tu vois l'idée? Ouais. Et ça prend encore une fois le courage de dire on bougera pas. American Eagle ne s'est jamais excusé. Alors, c'est la première année que quelque chose comme ça se passe. Et visiblement, les jeunes ont adoré la campagne. Très rapidement, Gap a copié carrément la campagne. Mais l'avantage, évidemment, d'être le premier, c'est que tu prends le terrain, tout ça. Alors, pour moi, ça, là, ce que je viens de te décrire là, c'est la campagne de l'année. J'ajoute que, et c'est notre autre sujet, Gilles, je prends le suivant, j'ajoute que on a utilisé beaucoup des vidéos ultra courtes, en fait ultra courts, de 3-5 secondes. Ça, c'est pour TikTok particulièrement? Oui, TikTok, évidemment, Meta beaucoup, parce que si TikTok le fait tôt ou tard, Meta le fait. Et puisqu'on parle de Meta, c'est aussi l'année où on vient de comprendre récemment que le métavers là, dont on nous avait parlé, là, avec, tu te souviens, le personnage de Mark Zuckerberg, là, on avait mis 10-12 milliards, puis ça ressemblait à un monsieur allumette. Là, que toi puis moi, on fera un dessin similaire là, à 2-3 pièces. Ben là, je pense que récemment, dans une intervention avec les médias, il nous a dit entre les lignes que c'était pas mal fini, là, que dans le fond, c'était peut-être pas ça, puis c'était plus l'intelligence artificielle. Et ça nous rappelle que le défi aujourd'hui sur le plan publicitaire, puis je reviens avec notre sujet d'avant aussi, c'est il faut que tu sois capable de me pitcher ton affaire en quelques secondes. Et tu as vu peut-être un sondage qui m'a beaucoup amusé, Gilles. On demande aux jeunes qu'est-ce qui les stresse sur TikTok. Et la réponse, c'est quand les vidéos durent plus de 45 secondes. Oh, OK. Ils sont impatients. Faut que ça aille vite. Ça, c'est ma génération, là. Imagines-tu le pitch qu'il faut faire dans un cours? Imagines-tu comment l'impact que ça a dans des cours qui, encore aujourd'hui, sont prévus pour durer 3 heures? C'est évidemment impossible. Puis même pour nous, la réunion, là, déjà fait les réunions, là. Mais Luc, 3 secondes, tu peux attirer l'attention, mais tu peux pas passer de message en 3 secondes. C'est très difficile. Mais c'est là où la marque forte a un avantage extraordinaire. Moi, je me souviens des premières pubs 7 secondes de McDo. Dans le temps, souviens-toi, là, on est passé des
pub 60 secondes à la fin des années 60 au pub 30 secondes. Alors, pourquoi ça s'est passé comme ça? C'est qu'il y a des annonceurs qui ont dit, je peux pas annoncer 60, je peux pas acheter 60, mais je peux acheter 30. Après ça, il y a des annonceurs qui ont poursuivi les grands réseaux de télévision aux États-Unis en disant, tu m'obliges à acheter 30, tu me brimes dans ma capacité d'expression, je voudrais acheter 15. Vois-tu un petit peu? C'est comme ça que ça s'est passé. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit, OK, s'il y a 15, est-ce qu'il y a peut-être 7? Et moi, je me souviens, dans certains pays, c'est pas le cas au Canada, là, mais la pub de McDo, qu'est-ce que c'était? Puis je reviens à ta question, comment qu'on fait en 3 secondes ou en 7 secondes dans ce cas-ci pour faire la job? C'était Ronald qui passait en courant devant l'écran. Je sais pas si tu vois un petit peu la scène. Puis là, tu te dis, hey, voyons, qu'est-ce que je viens de voir là? Il y avait 2-3 pubs. Oups! Il repassait dans l'autre direction. Tu vois-tu un petit peu l'idée? Ah oui, je comprends. Fait que là, alors, la réponse à ta question, c'est... Il court vers McDo. Ça prend évidemment une marque extraordinairement puissante. Mais au-delà de ça, et c'est aussi notre sujet suivant, je les défile, Gilles, c'est que pour que le vidéo de 7 secondes soit efficace sur TikTok, ça te prend, ou sur Meta, ça te prend évidemment une masse de données extraordinairement. La géolocalisation. La géolocalisation. J'avais écrit un article avec probablement une de mes 3 meilleures étudiantes que j'ai eues dans toute ma carrière. Il y a plusieurs années, j'avais fait une conférence à l'ACFAS aussi de ce côté-là, la géolocalisation. Et alors ça, c'est savoir un petit peu qui tu es, où est-ce que tu es. Je rappelle toujours que si vous avez jamais dit à votre téléphone de pas vous suivre, il vous suit de facto. C'est dans le programme de départ. Et c'est l'année où tu rentres au resto. On parlait du resto tantôt. Le menu, les coupons, tout ça. On utilise beaucoup les codes QR. Et d'ailleurs, il y en a qui font de ça. Tu sais, il y a des gens qui ont pas, écoute, tu vas me dire que c'est plus rare, là, mais qui rentrent au restaurant puis il n'y a aucun menu puis ils disent, vous avez le code QR, vous avez juste madame, monsieur, on n'a pas de téléphone, nous. On doit en avoir en arrière. On doit en avoir, ça sonne, non, mais ça sonne tellement, 1622, on va en avoir une coupe en carton en arrière, on va aller vous chercher ça. C'est drôle. Mais c'est vrai que la réalité, pas que ça. Pense à n'importe qui voyage, Luc. Personne m'a appelé, puis personne t'a appelé, puis a appelé ta blonde pour dire, mais là, êtes-vous prêt à aller voyager avec toujours une carte de crédit tout le temps, puis avec les systèmes en ligne, puis les cartes de bord pour embarquer dans l'avion en ligne, puis, parce qu'il y a pas eu de communiqué comme tel, mais on l'impose. Ça s'installe, tu comprends? T'arrives et on dit, puis prendre ça, c'est correct, là, mais ça va vite quand même, là. Il y a des gens qui trouvent que ça va vite. Ça bouge très vite. Cette année, donc, point 9. Oui. Il nous en reste tout juste un. Ça va très bien. Lâchons pas. Mais c'est évidemment YouTube. Il y a des gens qui prétendraient, Gilles, que le véritable compétiteur de Netflix, c'est YouTube. Ben, je serais de ceux-là, moi. Sur le plan strictement du temps passé devant l'écran à regarder un et à regarder l'autre, je te confirme que YouTube est en avance. Hey, si tu me permets. Je vais faire avec toi une suite à la discussion, je pense intéressante, parce que je sais que tu nous écoutes de temps en temps avec Jeff Fillion, quand on parle souvent de médias, tu le sais, parce qu'on est des gens de médias, là. Mais la question qu'on s'était posée, puis c'est drôle parce qu'on a eu la même réponse. On se disait, si on avait un seul média sur une île déserte, c'est un peu comme la fameuse île déserte, c'est juste un repas jusqu'à la fin de tes jours, ou 3 choses que tu peux manger, puis les gens vont dire, ou ingérer. La plupart des gens vont avoir une bouteille de vin, peut-être des fromages, peut-être, tu sais, tu comprends, bon. Oui. Mais là, c'était vraiment le média, puis c'est surtout pourquoi, c'est ça qui m'intéresse de parler avec toi. On avait tous les deux YouTube, avant toutes les autres plateformes. Oui, la raison principale. Sais-tu pourquoi la principale différence quand on s'est mis à parler, puis je te fais un résumé de ce qu'on a discuté peut-être pendant 15 minutes, c'est que s'il y a une information importante, il y a une grande nouvelle, elle va apparaître sur YouTube, mais pas sur Netflix. Tu comprends? Fait que pour nous, qui sommes des consommateurs de ce qui se passe autour de nous, de ce qui se passe sur la planète, de ce qui se passe partout, l'actualité sportive, l'actualité politique ou autre. Donc, le mélange de beaucoup de choses niaiseuses, parce qu'il y a plein de vidéos de conneries, si ça te tente de rire. YouTube, c'est large de même, avec une qualité exceptionnelle depuis que c'est Google qui est propriétaire, c'est ça? Bon. Oui. Ils doivent 2-3 piastres dans le streaming, parce que, puis dans la qualité visuelle, parce que c'est assez impressionnant. Mais on se disait, le plus complet actuellement, si tu veux avoir tout, puis t'as juste une source, c'était indéniable, puis je voulais avoir... T'aurais la même réponse, c'est ça? Tu serais YouTube? Oui. Pour les mêmes raisons ou... à peu près les mêmes raisons. Au-delà de ça, moi, je suis un boulimique des documentaires. OK.
Donc, il y en a une tonne là-dessus. Je pense à n'importe PBS, exemple, que des documentaires absolument remarquables. Par exemple, l'histoire du baseball. Ça reste, il y a plusieurs décennies, ça avait été quelque chose de franchement remarquable. Et au-delà de ça, c'est que maintenant, ce que je constate, c'est que tous les producteurs de contenu, lorsque les contrats viennent à échéance pour les séries, ben, ils se retrouvent au fond devant deux options. Un, je prends ça, je mets ça dans la valise, je ferme la valise, c'est fini. Ça prend la poussière. Ou deux, je prends ça puis je dépose ça sur YouTube. Je te dis ça, c'est drôle. Je parlais récemment, je vais mettre quelqu'un dans l'eau chaude, mais je vais le faire avec beaucoup de gentillesse. Souviens-toi de toute la série qui avait été faite sur les Nordiques, qui avait donné lieu à 2 DVD, un DVD AMH et un DVD Ligue nationale. Tu te souviens qu'on avait interviewé toutes sortes de personnes qui étaient reliées à l'histoire des Nordiques, dont plusieurs de ces personnes-là sont aujourd'hui décédées. Je t'apprendrai rien là-dessus. Mais tu devines que toutes ces entrevues-là, on n'avait qu'un petit 15 secondes de l'entrevue. Hein? On n'avait qu'un petit 25 secondes de l'entrevue, n'est-ce pas? Oui. Un tel parlait, Marc Simoneau parlait 15 secondes. Claude Bédard parlait 22 secondes. Tu vois un petit peu l'idée? Oui. Sur un sujet X, là. Parle-moi de la saison X. Mais tu devines aussi que l'entrevue durait 30 minutes. Elle durait 1 heure. On l'a in extenso. Alors, je crois que ça devrait être déposé sur YouTube. Je te donne un autre exemple. J'ai eu cet échange-là, d'ailleurs, c'est public, c'est pas ben un gros secret, avec Régent Tremblay. Il a fait des séries sur l'histoire du hockey. Quand il interview, par exemple, Guy Lafleur, il a pas parlé 3 minutes, on est d'accord? Mais non. Il a parlé 1 heure, peut-être 1 heure et demie. Tout ça a pas été mis dans la série sur le plan du documentaire. Tout ça, aujourd'hui, pourrait être déposé in extenso, n'est-ce pas? Oui. Alors, je reviens à ta question. Pourquoi j'aime YouTube? C'est à cause de ça, Gilles. C'est à cause de ça. Puis j'aurais 1000 exemples à te donner de ce que je fais la fin de semaine, parce que YouTube, il me connaît tellement. OK, il te propose. À chaque fin de semaine, il me dit, hey, Luc, je vais t'arriver avec quelque chose qui va te faire. Tu sais, qu'est-ce que je trouve drôle aussi, puis en même temps, c'est pas banal comme intérêt pour YouTube. Je te donne, j'ai pas d'exemple précis, mais on pourrait en inventer 15 qui vont vous venir en tête. Les gens qui nous écoutent là vont en avoir, tu vas comprendre. Mettons qu'il y a quelque chose de très précis qui se faisait sur une chaîne où il faut payer 25-30 piastres, peu importe l'événement, un événement particulier que moi je n'ai pas enregistré, qui existe plus ou qui coûtait très cher à avoir que je n'avais pas. C'est sûr qu'il y a un fou ou une folle, à quelque part, qui l'a même tapé de son téléphone sur la télé, puis il l'a mis sur YouTube. Fait que moi, si je suis curieux un peu, puis je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement, ça a l'air que ça s'est battu après 7 minutes, puis les chaises ont volé, puis tu sais, on est ma mère, on veut savoir ce qui s'est passé. J'ai pas la diffusion originale, mais c'est sûr que, tu comprends, moi, tu me vois venir, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a sacré ça sur YouTube tu sais, la fameuse télé qui est tapée par un téléphone, là. Il y en a tellement de ça sur YouTube. C'est pas toujours nécessaire, c'est pas toujours de qualité importante, mais ça prouve que, comme c'est le grand public qui pousse des choses là-dessus et non pas juste des éléments qui sont poussés par YouTube, ça fait un échange et tu t'assures d'à peu près avoir, à peu près n'importe quoi qui arrive. Tu cliques, tu mets ce mot-là, puis c'est sûr qu'il sort de quoi. T'es d'accord avec ça? C'est ça la force de YouTube. C'est fou, là. C'est la quantité qui fait la qualité. Ouais. C'est qu'à un moment donné, est-ce que tout ça, c'est des contenus de qualité? Mais non, pas tout le temps. Grosso modo, je dirais que 90%, c'est pas bon. Mais encore une fois, pas bon pour toi et puis moi, puis peut-être pas bon pour quelqu'un d'autre, c'est pas la même chose. Mais je te reprends 2-3 très banals, parce on est voyeurs. La fin de semaine dernière, donc au moment où on enregistre, c'est la fin de semaine dernière, la MLS avait son match de grande finale. Ben oui. Et t'avais donc un de tes intervenants qui parle de courtier hypothécaire. Là, dans ma tête, Stéphane Bruyère, c'est ça? Stéphane Bruyère, courtier hypothécaire, c'est ça. Il était là. Oui. Il a filmé le party. Oui. Alors, évidemment, tu me diras, ben, c'est banal. OK, je vais vous donner un autre exemple. Vous avez un certain âge, vous dites, dans le temps des fêtes, qu'est-ce qu'on va regarder? La TV, parfois, c'est peut-être pas ce qu'il y a de meilleur durant le temps des fêtes. Sur YouTube, des séries québécoises qui ont été déposées là, il y en a une quantité. Vous dites, c'est pas ça, moi, c'est plutôt des séries autre chose. Ou c'est plutôt les séries des années, je sais pas, 70 ou 80, peu importe. Tout ça est là-dessus. Alors, c'est en train de devenir aussi, pas exclusivement, mais la bibliothèque de tous les contenus. Parce que tôt ou tard, à un moment donné, il y a un contenu, tu dis, y a-tu encore un public pour ça? Ben, il y a peut-être un micro-public,
Mais YouTube te dirait, sais-tu quoi, il vaut quelque chose parce que je vais y vendre de la pub aussi en même temps. Alors, YouTube, c'est un joueur absolument incontournable. Je t'en parlerai des heures et des heures, des choses que je peux regarder là-dessus et qui m'amusent. Alors, YouTube, c'est assurément, pour moi, un plus gros joueur. Puis une de mes prédictions que je te ferais, Gilles, oui. Je pense qu'un matin, Google va nous dire YouTube est tellement fort qu'on va le prendre puis qu'on va l'inscrire en bourse comme une entité autonome. Ah, c'est sûr. Plein exercice. Je suis d'accord, j'embarquerai là-dedans, moi. Dans ton idée, je pense que ça va arriver. Parce qu'il y a un potentiel immense. Parce que YouTube pourrait devenir aussi pourquoi pas devenir un créateur aussi. On peut plus dire non. Parce que Apple le fait. Amazon est rendu dans le sport puis moi je me dis ce qu'on disait, non, oublie ça. Déjà, imagine-toi quand tantôt tu parlais dans ce podcast, tu parlais quand même de la fusion Warner et c'est quoi l'autre, l'entité qui était sur des oui, puis apparemment début des années 2000 là. Oui, ben t'avais AOL Time Warner. C'est ça, je cherchais AOL. Puis on se disait à l'époque, des alliances de même, ça n'a pas de bon. Mais là, les alliances, non seulement ça n'a pas de bon sens, c'est presque partout. Des ennemis qui sont amis maintenant, des ennemis qui se sont unis pour des raisons économiques souvent. Puis on n'a pas fini de voir ça, là. On n'a pas fini de voir. Et l'intelligence artificielle qui va être utilisée par Apple, probablement annoncée au début de 2026, ça va être l'intelligence artificielle probablement de Google, le Gemini. Tu penses? Avec tout ça, là. Je crois que c'est à la fin que c'est quelque chose comme ça qui va se passer. Parce que, depuis qu'ils ont engagé le dernier pour l'intelligence artificielle, il est parti. Il est parti la semaine passée, de mémoire. Donc, ça va pas bien. Mais c'est pour ça que YouTube reste un joueur incontournable et Google voit ce qui se passe avec Netflix, là. C'est pas parce qu'ils ont pas bougé qu'ils vont rien faire. Puis il y a rien qui empêcherait Google / YouTube d'acheter peut-être Universal comme Cast. Il n'y a plus grand-chose qui est impossible. C'est ça qui est drôle. Tout est possible, Gilles. Tout est possible. On est en Noël. Oh! C'est le temps de... Les cadeaux! La dinde! La tourtière! Est-ce que t'es genre... Gilles, une petite danse, Gilles! On danse, Gilles! Hop, vas-y, danse! Une petite danse, Gilles! Attention, plancher bouge! Est-ce que t'es genre à fêter en famille ou tu pars dans le sud? Il y en a qui oui, on fête tous en famille cette année. OK. Joyeux Noël, bonne année à tout le monde. Gilles, Noël, bonne année. Merci pour cette chronique fantastique. Tout ce que vous désirez. Une belle fin d'année. Merci, Luc. Au revoir. C'est un plaisir.